C'est bien, bonjour Khalid. Bonjour, monsieur Nico. Nous sommes samedi, pas de blabla, on est de retour, comme toutes les Tous les week-ends. week-ends de semaine. Eh ben, écoute, aujourd'hui, on va discuter de la France de demain, quelle France pour demain, logement, agriculture, le débat enfin, est très large, budget. Je te laisserai le soin d'entamer ce que tu souhaites, Adrien. Et avant d'entamer ce sujet, j'aimerais dire à nos auditeurs que nous avons choisi sciemment de ne pas entamer un débat quelconque sur le drame qui s'est déroulé au sein de notre agglomération, parce que c'est pas un secret. Nous tournons de l'agglomération d'Alès, et dans cette agglomération a eu lieu cette semaine un accident dramatique. Donc, pour respect pour les familles, on a choisi sciemment de ne pas parler de ce sujet. Et également parce que tu as pu t'en apercevoir sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais pas donner mon avis sur ce que j'en pense. C'est pas le lieu, mais on a décidé de ne pas en parler. Donc, je vais te laisser entamer le débat sur la France pour demain. Alors, moi, par rapport aux maraudes qu'on a faites, c'était le week-end dernier. Oui. Donc, on a vu beaucoup de personnes à la rue. On a vu énormément. Donc, Là, c'était la semaine dernière. ouais, c'était très difficile on a envie de prendre tout le monde, en fait. Ce sont des gens qui ont envie, qui travaillent pour la plupart du temps. D'accord. On a un gros problème d'habitation, enfin de location, d'habitation locative. Logements sociaux, Oui, peut-être, ou... de tout l'ensemble, vraiment. Alors, vers l'Ardèche, il y a beaucoup de personnes qui j'essaie de donner un petit peu d'éléments pour ceux qui veulent trouver un logement décent le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de campings qui prennent des gens à l'année, puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Alors, juste attention dans ces campings-là, ils ne sont pas forcément isolés pour l'hiver, mais au moins il y a un toit. Il y a un toit au moins sur la tête. Donc ça, c'est un constat que tu fais. Oui, très haut. Qu'est-ce que tu aurais de solution, par exemple, à proposer aux élus, par exemple? Quelles seraient les premières décisions qu'on devrait prendre pour éviter d'avoir ce type de problème? Les gens, Ouais, d'ailleurs. c'est que les gens qui sont à la rue, en été, ils arrivent à trouver des Airbnb, des locations courte durée, ils arrivent à trouver. Lorsqu'il arrive l'hiver, tous ces propriétaires ont du mal ils ont énormément de mal à accepter des locataires. Parce qu'il y a beaucoup de squats, il y a beaucoup il y a beaucoup de problèmes derrière. Mais le problème après, c'est toujours les problèmes de loi par rapport au squat, qui est pas forcément, comment dire, les gens, ils ont envie de payer. Les gens, ils ont envie de faire les choses bien, mais au bout d'un moment, obligé de rentrer dans la tricherie pour certains, malheureusement. Ouais. Alors, le problème du logement, c'est un problème, évidemment, qui est très prégnant en France depuis des années. Il n'y a aucun département qui a une solution idéale pour pouvoir, bien sûr, abriter les gens sans logement, comme tu dis, des familles entières. Et aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, puisque tu l'as abordé, donc je me permets de l'aborder aussi, c'est que tu nous as dit, tu as dit à nos auditeurs que tu voyais de plus en plus dans les maraudes des gens qui avaient donc qui travaillaient, donc qui perçoivent des salaires, qui perçoivent un revenu. Donc ça laisse assez songeur sur la capacité de notre pays à régler le problème de la pauvreté, de la précarité. Quand on sait aujourd'hui que nouveau paramètre, comme tu viens de le dire à nos auditeurs,
un nouveau paramètre s'invite dans la détresse sociale, c'est le paramètre du fait que des gens travaillent aujourd'hui et n'arrivent pas à se loger. Même s'ils arrivent à se loger pour certains, malheureusement, il y a un problème de chauffage, d'électricité. Il y a un gros problème. Nous, encore, on est dans le sud. C'est le problème de la charge familiale avec les factures EDF, eau, nourriture, alimentation, Oui. assurance habitation, Oui. et puis ta mutuelle, s'il faut que tu en payes une. C'est toutes ces charges qui font que, malheureusement, ça nous plombe et le revenu, quoi. Et là, on est ici, dans les zones rurales, il y a nécessité d'avoir une voiture. Sans voiture, c'est très Mais compliqué. bien sûr. Donc, c'est vraiment, ça faisait mal. C'est des choses qu'on peut pas filmer, bien sûr, mais il y a énormément de monde, des retraités. Il y a beaucoup de retraités aussi. Ouais, moi, j'ai une question Ouais. beaucoup plus large. Pourquoi aucun parti politique aujourd'hui ne parle de ce problème en France? Tu vois l'actualité, on a choisi on a choisi un thème, c'est quelle France pour demain? Donc nous parlons du logement social et du logement dans le cadre général, du coût du loyer, du coût des crédits pour l'accès à l'habitation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un phénomène dont les élus ne parlent pas, en fait. En fait, alors Personne ne t'en parle de ça. alors, Aucun média non plus. alors le problème des SDF, c'est qu'ils n'ont pas un lieu où ils vont voter. Voilà, c'est ça C'est vraiment c'est une situation qui est dramatique. Hein. malheureusement. Et du coup, ils n'ont pas un regard sur eux. Ou sinon, s'il y a certains élus qui vont s'en occuper, ils vont les chasser pour les pousser dans le village d'à côté. Là, tu as des propos, Khalid, et je me permets de te rattraper sur ce que tu viens de dire. Hein. Tu es en train de me dire que des élus chassent des familles d'une commune sur l'autre. Moi, ça me pose un problème d'éthique. Ah oui, mais Je ne suis pas élu, je l'ai été dans un lointain passé. Ma philosophie n'est pas celle-là. ah non, c'est clair. C'est pour ça que le fait de... Je suis assez surpris là. Ah non, mais c'est la routine. Alors, moi, je donne un exemple par rapport... Tiens, tu me dis que c'est une routine. Ah oui, c'est une routine. Après, on la voit toute, cette routine, mais sans pour autant le voir dans la journée. C'est impensable ça. En face des banques, lorsqu'on met les pics et tout ça, les bancs qui sont séparés et pas en un seul pan, toutes ces choses-là, en fait, c'est généralement l'État qui met en place dans les parkings, dans les jardins, mais ils font en sorte que les sans-abri ne puissent pas dormir dans un coin ou un endroit. Donc voilà, c'est assez vicieux. Je trouve que c'est même, au lieu de la loi, c'est même borderline, parce qu'il y a de la non-assistance en personne en danger. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je peux te dire que là, nous sommes quand même, je suis assez surpris de ce que j'entends. Ouais, mais alors, c'est pour ça que on le voit, mais sans le voir. C'est-à-dire la journée, parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue qui travaillent. Donc la journée, on les voit pas pour cela. Mais malheureusement, même les parcs sont fermés aujourd'hui. C'est pour ça aussi, parce que dans le parc, on peut mettre une tente, faire quelque chose pour pouvoir dormir décemment. Mais même ça passe pas. Ce qui fait mal, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture, ou même une voiture qui est en panne, elle va être squattée. Une voiture en panne ou un camion en panne, il va être squatté. Les zones industrielles, les zones industrielles. Lorsqu'il y a des transporteurs qui tombent en panne, avec leurs gros camions, tout ça, et des fois ils viennent de Pologne ou d'ailleurs, ça coûte moins cher de le laisser sur place. Mais s'ils ne le laissent pas sur une zone industrielle qui n'est pas communale, eh ben, ils peuvent le laisser là pendant 10 ans. Et du coup, il y a beaucoup de camions qui sont investis par des familles ou par des gens sans l'abri.
Voilà. On est dans une société qui va très mal. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire ce débat sur c'est dur, France pour demain. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie, justement, on entamera le sujet quelle Europe pour demain. Là, je suis assez désarmé par ce que j'entends parce que j'ai pas de solution personnelle. Nous ne faisons que des chroniques et on essaie justement d'être assez proche du peuple et de la notion dite populaire des aspirations des gens. Et aujourd'hui, quand j'entends que malheureusement on utiliserait cette misère sociale ou du moins on la chasserait de certaines circonscriptions, c'est quelque chose à titre personnel qui me fait très peur. C'est pas la France dont j'aspire. Et justement, dans la France de demain, il y a plein de sujets comme ça qu'on peut entamer. Tu as parlé du logement et des personnes en difficulté. On peut parler aujourd'hui des agriculteurs dont on abat les troupeaux. On peut parler de l'hôpital public qui est en déshérence. On peut parler de plein de sujets. Et aujourd'hui, pour revenir au sujet initial, le logement, honnêtement, je suis très surpris par ce que tu as pu me dire. Ah, c'est très, très dur. Et je suis très emprunté. Hein, après, la solution que je... Peut-être même naïf. Je suis peut-être naïf. Ah, ben, moi, je les découvre aussi en allant à leur rencontre, parce que ce sont des gens qui sont très pudiques et qui vont pas montrer qu'ils sont à la rue pour certaines personnes. Ils ne montrent pas le besoin, ils ont leur fierté aussi. Donc, pour ceux qui écoutent, qui se retrouvent à la rue ou autre, les campings communaux, c'est possible de pouvoir les investir et de toucher la CAF en même temps. C'est possible. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils auront une adresse. Mais s'ils ont une adresse, les élus, à partir de ce moment-là, s'occupent de ces gens-là. Mais s'ils n'ont pas l'adresse dans la commune, ben, la première chose qu'ils vont faire, c'est juste les renvoyer. Alors, moi j'ai une colère très froide parce que je l'avais dit sur une précédente émission, je vais le redire là, puisque tu as entamé sur le logement. Je rappelle qu'en 2017, le président de la République actuelle, dans sa campagne électorale, avait indiqué qu'à la fin de son mandat, il n'y aurait plus de personnes en déshérence sur la voie publique. Force est de constater aujourd'hui que d'une part, donc, certains élus ne jouent pas le jeu, des élus de la République. Force est de constater que ces annonces présidentielles n'ont été que des annonces présidentielles. Et force est de constater que le problème s'amplifie, puisqu'aujourd'hui s'agglomèrent des gens qui perçoivent des revenus et des salaires et qui n'arrivent plus à se loger. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ah, oui, mais là, tout à l'heure, tu parlais des agriculteurs. Oui, c'est un sujet que nous avons aussi, Oui, qui est d'actualité. je pense que c'est d'actualité. Pour pouvoir, parce que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à voir ce que c'est qu'un agriculteur et qui ne peuvent pas comprendre. Oui. Mais pour comprendre, pour que ce soit plus simple pour la majorité des gens, c'est vous avez un chien ou vous avez un chat que vous nourrissez, vous accompagnez, puis un jour on vous dit voilà, faut le piquer, il faut voilà. Mais c'est des gens qui sont attachés à leur bête. Alors, toute la filière bovine est en difficulté depuis l'arrivée de cette soi-disant dermatose oculaire, je crois, le terme exact. Donc, on a choisi l'État a choisi le principe d'abattage systématique de l'ensemble des troupeaux. J'ai vu des images de cette semaine sur mon compte Facebook ont été signalées comme étant de la violence explicite. Alors, on m'a supprimé la vidéo concernant les agriculteurs de la coordination rurale qui tentaient d'empêcher, bien sûr, l'abattage de troupeaux, je crois notamment dans le 47, dans le département 47. Mais là, on a quand même un problème parce que c'est un sujet dont personne ne parle. C'est un sujet dont les élus sont assez absents. Je parle des élus nationaux, députés, sénateurs. Et on laisse les agriculteurs face à leurs difficultés aujourd'hui. Et on les laisse crever, en fait. Voilà où c'est qu'on en est. Parce que nous avons des directives européennes, parce qu'on revient toujours, et tout à l'heure, on pourra en discuter, sur cette Europe qui est en train de détruire des pans entiers de notre agriculture. Donc aujourd'hui,
il faut faire une autre politique. On n'a pas le choix. Là, je vois le changement en tant que pâtissier, boulanger. Là, on est dans mon moulin. Euh, je, je vois le changement par rapport aux œufs qui viennent plus de France. Il y a plus trop, il y a plus grand chose qui est acheté en France. Et ce qui est en France, ben, on a l'impression que l'État veut le détruire. En fait, ils veulent le détruire. On a voulu aussi acheter directement chez l'agriculteur. Même ça, c'est compliqué. Alors, mais tu as entièrement raison, c'est qu'on veut détruire des pans entiers de l'agriculture. Et, mais des pans, quand je dis des pans entiers, ça touche même aujourd'hui cette dermatose, les managers dans notre département et dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard et dans toute la Camargue, où nos managers, toutes nos malades aujourd'hui, sont en difficulté. Et je profite de l'émission pour le rappeler que Africains Populaire Média, nous sommes solidaires de leurs difficultés et qu'on essaiera, bien sûr, et on essaie bien sûr de débattre et de lancer le débat également là-dessus, parce que ça fait partie, les manades, je parle des manades du taureau camarguais notamment, Oui. qui est aujourd'hui, la filière est aujourd'hui en difficulté, puisque les managers ont eu, je crois, des réunions, c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours à ce sujet. Mais voilà, on s'est condamné aujourd'hui. Toutes les filières bovines sont en difficulté. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite. Là, les agriculteurs sont en train de refaire préparer un rassemblement. Mais premier, Ils ne sont pas d'accord avec la stratégie du gouvernement. La stratégie, c'est l'abattage. Et les agriculteurs, les syndicats agricoles, notamment la coordination rurale et la confédération paysanne, proposent l'abattage de la bête avec un contrôle du troupeau, mais c'est tout. On n'a pas besoin d'envoyer des cheptels entiers. Et qu'est-ce qui va se passer, Khalid? Et je ne veux pas faire du populisme, mais je suis obligé d'en faire un petit peu, même si ça n'est pas. Je rappelle que pendant que nous abattons nos cheptels bovins en France, nous avons signé l'accord du Mercosur qui va amener en France des centaines de milliers de tonnes de viande d'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes que celles de nos agriculteurs français. Et cette viande va mettre en danger l'agriculture, mais elle va mettre en danger la santé publique. Oui, c'est ce qui est... Oui. Voilà, parce que les gens, il faut leur dire, la santé publique, peut-être qu'il faut manger moins, mais manger mieux. Ouais, mais bon, après, c'est une industrie, hein. On voit la malbouffe, elle est présente. On y est en peine dedans. Ouais, et tout ce qui est censé être sain est détruit, en fait. Effectivement, je comprends pas. Et je donne un exemple. Là, aujourd'hui, dans le métier de bouche, dans l'artisanat, il y a aujourd'hui très peu de matières premières. J'explique. Par exemple, bon, les œufs sont interdits maintenant. Les coquilles d'œufs sont interdits dans les boulangeries, pâtisseries, tout ce qui est métier culinaire. Donc, ce sont des bidons pasteurisés. Mais ces œufs-là, en fait, ils sont France et Union européenne. Donc, c'est pour ça, ça marche sur la tronche, ça marche dans la tête, pas du tout. C'est pas possible. Et on a énormément de produits qui sont transformés, en fait. Ils arrivent chez nous transformés. Et à l'époque, on pouvait voir d'où venaient les choses. Aujourd'hui, c'est un produit qui est importé dans un pays qui est transformé, emballé dans un autre pays et ramené en France. Là, aujourd'hui, c'est ça. Et la dernière fois, on parlait de tout ce qui était la baguette française et tout ça, congelé. La plus grosse entreprise n'est pas française. Et ils vendent aux plupart de ces points chauds ici en France. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Ce que tu es en train de me dire, ça relaie bien ce que je peux percevoir, parce que j'ai un cousin qui est agriculteur en Lozère. Il a des vaches laitières. Et bon, ça peut intéresser les auditeurs et leur faire comprendre les difficultés de l'agriculteur aujourd'hui. Il a des vaches laitières, d'accord? Donc, du lait tous les jours, qu'il ne peut pas vendre. Il le jette. Pourquoi? Parce qu'il est simplement normé, lui, pour élever du veau gras
Voilà. Donc il me dit, si jamais je te vends 1 litre de lait, je vais en prison. Et mon entreprise ferme. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Et c'est pour ça que les gens sont écœurés. C'est pour ça que les gens crient au secours. C'est pour ça aujourd'hui que notre santé est en danger. Parce qu'il n'est pas normal, je pense, de voir arriver, comme tu dis, des bidons d'œufs. Ouais, oui. Je veux dire, non, on peut faire une autre agriculture. Oui. Et tu prends l'agriculture, on peut prendre l'ensemble des filières, c'est pareil, c'est la même chose. Et ça, c'est des exemples concrets qu'on donne. En fait, ce que je vois, moi, c'est comme si c'était le millefeuille administratif qu'on parlait en France. En fait, oui, tu vas faire des œufs, mais il faut que tu passes par lui pour faire ça. Là, tu parles du lait. Moi aussi, je vais chercher à Chanac mon lait, chez Laetitia. Je te remercie ce bonjour. Elle fait du lait bio. Donc, c'est du lait bio qu'elle fabrique. Donc, je ne vais pas citer l'entreprise qui vient récolter le lait, mais elle est obligée de le vendre au prix du conventionnel. Mais oui, en même temps, il faut savoir que sur les laitiers, tu as Lactalis qui préempte. Là, mais moi, je te le dis, et je le dis parce qu'il faut le dire, que les syndicats, on est sous couvert de ce que peuvent dire, on risque absolument rien. On peut en parler tranquillement. Les syndicats le disent. On est la filière Lactalis qui achète le lait frais et fabrique le fromage pour les industriels de l'agroalimentaire. Je veux dire, c'est eux qui préemptent le prix du lait, en fait. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est-à-dire, vous êtes là, parce que si vous donnez du foin bio, tout ce qui est bio pour du lait bio, et qu'à la fin, Lactalis dit, en fait, j'ai assez de bio, je vais te le prendre le prix conventionnel. Oui, tout à fait. Oui. Il y a tellement de pression que les agriculteurs sont obligés, en fait, de courber les chines et de vendre le lait au prix de ce grand industriel. À perte, oui. Et on vend un lait à perte aujourd'hui. Oui. Moi, je vois le petit cousin, qu'est-ce qu'il fait avec son lait? Il est obligé de le jeter parce qu'il n'a pas le droit de le vendre. Oui. Je te rends compte de ce qu'on en est dans ce pays, alors qu'il y a des centaines, comme tu dis, de milliers de gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc, nos agriculteurs jettent le lait. Ils me disent, moi, je suis obligé de faire des petits fromages pour la famille. Je récupère quelques litres de lait pour ma consommation perso, mais tout le reste, je le jette. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Ça va pas. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, pour une histoire de normes. Pour une histoire de normes. C'est dur. Moi, ça me fait mal. Donc, sur ça, c'était important de parler. Lorsque je fais les maraudes et tout ça, bon, c'est aussi une fierté de pouvoir, en tant que citoyen, faire voilà, une action en tant que citoyen. Mais on a toujours envie de faire plus. Et des fois, on voit, quand tu parlais des élus, qui ont les moyens de faire et qui ne font pas, c'est que là, il y a un problème. Il y a la volonté, les citoyens l'ont. On peut pas néger. Nous sommes dans le concret. Ouais. Nous voyons ce qu'il se passe dans ce pays. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Et on n'a pas envie d'être des hommes politiques. Ouais. On ne fait que rappeler ce qu'on voit. C'est populaire, ce que l'on voit. C'est la notion de peuple. Ouais. C'est la notion de travail. C'est la notion de souffrance. C'est la notion de précarité, de pauvreté. Et sur la France de demain, on peut parler aussi, si on a un peu de temps, de l'hôpital public aujourd'hui. Oui. L'hôpital public qui est en totale déshérence. Je vois ce qu'il se passe autour de moi. On renvoie des gens qui ont 90, 91 ans à leur domicile, on les laisse à la charge des enfants et on leur dit qu'il n'y a pas d'ambulance aujourd'hui pour aller les transporter lors de leur rendez-vous. Et il y a plein de choses comme ça. C'est qu'on renvoie les malades chez eux parce qu'on est dans une stratégie de comptable de la notion de maladie, de la notion de santé. Et même si nous avons de très bons médecins, et je les salue, parce que pour les côtoyer, nous avons un système de santé avec des gens performants. Oui. Mais ce qui n'est pas performant, c'est la prise en compte de l'humain, en fait. C'est-à-dire de la suite, des soins de suite. Tu es chez toi, tu es complètement isolé, tu es face à une machine qui est tout seul aujourd'hui. Tu te rappelles à l'époque, lorsque... Bon, je suis un peu plus jeune, mais je le rappelle. Ça se fait... merci de me le recoller. Non, mais avant, il y avait un médecin de famille.
médecins famille et tout ça qui étaient là. Bon, c'était du travail parce que franchement, je me rappelais, ils restaient jusqu'à 23h et tout ça. C'était quelque chose. Mais il y avait quand même un suivi. Il y avait ce côté humain. Oui. Là, aujourd'hui, on passe que par la paperasse, en fait, tout le monde a envie de se dédouaner, en fait, Parce qu'on a cette logique comptable. 30% des effectifs dans les hôpitaux sont des administratifs. Il faut redonner le pouvoir aux médecins. Il faut redonner le pouvoir à l'humain parce que le médecin a la possibilité de remettre l'humain, c'est-à-dire au cœur de ce dispositif-là. Et je dis aux auditeurs, tant qu'on n'a pas affaire à l'hôpital public, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais le jour où vous êtes confronté à un problème, c'est là où vous vous rendez compte des disparités. C'est là où vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous payons des mutuelles, nous payons la sécurité sociale par les prélèvements tous les mois, mais que ça ne fonctionne pas. Parce que vous êtes seul, on vous met des gens de... Voilà, bon, moi j'ai des exemples parmi mes proches. Je veux dire, on me l'a encore dit cette semaine, on m'a appelé pour me le dire. On m'a dit, Nico, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Mais pas grand-chose, parce que tu te heurtes à un système. On te lâche avec des malades à la maison. Il n'y a pas les moyens humains pour assurer une bonne santé, un bon suivi de ces gens qui sont chez toi, mais l'hôpital public te renvoie. Mais ce n'est pas les médecins qui te renvoient, c'est les ARS. Et ces ARS, il faut les supprimer. Ouais, bah après, c'est plus un business. Hein, et comme le sketch avec les inconnus, ils parlent plus de clients que de patients. Et aujourd'hui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Et je vois aussi... parce que des fois, 2 fois, on a eu à cotiser pour une chaise roulante. Oui. En France, c'est incroyable qu'il faille en fait sortir des sous pour pouvoir se détasser. Mais aujourd'hui, on te dit, tu es atteint d'un cancer, on te dit, vous allez partager votre voiture avec 3-4 personnes en taxi, mais quand tu as subi une chimiothérapie, que tu es fatigué, que tu as la nausée, mais il faut qu'au plus rapide, tu rentres chez toi ou que tu restes à l'hôpital dans des centres de soins de suivi. Mais la logique comptable aujourd'hui, c'est qu'on renvoie les malades chez eux, on ne les garde plus à l'hôpital, et dans les soins de suite, on n'a pas les capacités aujourd'hui de garder les gens. Capacité humaine, capacité budgétaire. On a tué la santé des gens. C'est pas les médecins que je mets en cause, c'est bien le système. Hein. Je parle du système. Mais bon, après, la dernière fois, on avait parlé de ça, le fait qu'ils aient mis des directeurs dans chaque... qui n'ont rien à voir avec la médecine. Beaucoup de médecins ont le même constat, urgentistes et tout ça, c'est le même constat. Donc, on dit on a besoin de plus de personnes. Oui, mais on est limité à temps. On doit parler budget, en fait. Donc, quand tu parles de budget, les médecins parlent de patients, comme je dis, et les autres, ils parlent de clients. Donc, voilà. On n'a pas assez de temps pour aborder d'autres problèmes. Pour la phrase de demain, on aurait pu aborder les problèmes de la sécurité, d'insécurité, d'immigration, du budget qui n'est pas voté. Enfin voilà, donc on a abordé sur le logement social, l'agriculture, l'hôpital public assez rapidement. On a voulu du moins avoir un petit discours, un petit dialogue là-dessus. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Si, écoutez, hein, c'est parti pour la deuxième. Allez, c'est parti pour la deuxième. Donc, on se revoit tout de suite pour la deuxième partie. Eh bien, t'as dit deuxième partie. Bonjour à tous. Deuxième partie, rebonjour. Deuxième partie de Pas de blabla, en ce samedi. Comme on a dit tout à l'heure en première partie, l'Europe pour demain, on a fait la France pour quelle France pour demain? Quelle Europe pour demain? Est-ce qu'on se sent européen ou pas? C'est une question à aborder dont nos auditeurs ont également des ressentis profonds. Alors, pour l'Europe, pour savoir si quelqu'un est, entre parenthèses, européen ou d'un autre pays, mais européen, c'est surtout voir les retraites. C'est lorsque je parle des retraites aux anciens, oui. Pour la plupart, je vais finir mes jours en Espagne. C'est moins cher.
ainsi de suite. Il y a de tous les côtés, nord-est, voilà, ils sont un peu partout. C'est vrai que il devient difficile. Alors, c'est pas qu'il est difficile de vivre en France, c'est que il est plus simple de toucher sa retraite en France et de vivre ailleurs. C'est plus ça en fait. Et on descend toujours vers le sud en fait. On descend toujours vers le sud. Euh, des fois, lorsqu'on parle, alors comme j'ai beaucoup voyagé tout ça, et Oui. lorsqu'on parle d'un pays cher, un pays Oui. cher, c'est un pays où il te sera obligé de te chauffer. Plus tu vas en Afrique, plus tu vas dans les pays un peu plus chauds. Même nous, on est dans le sud de la France. C'est pas comme le nord de la France. Oui, c'est vrai. On a des charges qui sont juste énormes. Et beaucoup de Français qui restent français et qui veulent rester en France finissent leur carrière à Paris et viennent en France, dans le sud. Tu abordes le problème en fait de l'harmonisation de l'Europe qui alors attention, je parle de l'Europe, de des technocrates de Bruxelles, Ok. tels qu'ils l'ont conçu. Oui. Donc nous sommes en train de parler de l'harmonisation Oui. sociale, économique de l'Europe. Oui. Nous avons l'euro en commun, Oui. mais tu as lancé le débat sur le fait que des Français s'expatrient en Europe, en Espagne, en Italie, notamment, au Portugal. Oui. Et ça pose la question de cette harmonisation de l'Europe qui, en fait, n'existe pas. Ouais, du tout. On est bien d'accord. Oui, oui. Elle n'existe pas. Elle existe au niveau de la norme, au niveau des lois supranationales qu'on nous impose, au niveau de matrices écologiques qu'on veut nous imposer, mais elle n'existe pas en termes social et économiques. Pas du tout. Sinon, les gens Oui. partiraient pas au Portugal, en Espagne, en Italie, et même en dehors de l'Europe, puisque nous avons beaucoup de gens qui partent notamment au Maroc. Oui. Énormément. Même un peu trop pour les Marocains. Là, aujourd'hui, ça devient très difficile pour un Marocain de pouvoir acheter, même se loger. Mais il y a dans certains endroits, les gens ne vivent pas pareil le fait de ne pas avoir une maison chaude. Dans les pays chauds, c'est différent. Ici en France, comme je disais tout à l'heure, bon, ceux qui arrivent quand même à se loger et qui ont quand même froid, c'est dur. Mais il y a aussi les entreprises qui partent de la France pour aller. Et nous n'avons plus d'industrie. Donc, voilà. Alors, oui, mais on a des industries en Europe. Voilà. Donc c'est pour ça le fait de se dire oui, on n'a plus rien. Donc on n'est pas indépendant. Oui, on dépend d'autres pays, même en termes de santé publique. Oui, la semaine dernière, je disais qu'en termes, par exemple, de cancer, et je le dis parce que c'est la vérité, aujourd'hui, il y a des produits qui ne sont pas disponibles en France parce que nous ne produisons pas certaines chimiothérapies, nous ne produisons pas certaines molécules. Elles sont à l'extérieur. Donc ça pose ce problème de l'harmonisation de l'Europe, qui n'existe pas, mais nous la subissons tous les jours, puisque nous subissons ces fameuses lois supranationales qui nous imposent des normes qui finalement nous empêchent de créer, nous empêchent simplement... on en vient à la liberté, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le sentiment européen, c'est qu'une... ça n'existe pas, en fait. Ça existe parce que c'est une bureaucratie européenne qu'on a mis en place. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en 2005, les Français ont voté contre le traité constitutionnel. Oui. C'est une élection qui a été volée au peuple français, il faut le dire. Hein, elle a été volée au peuple français. En 2007, le président Sarkozy est arrivé et on a eu ensuite le traité de Lisbonne, je crois, en décembre 2007. Oui. On nous a obligés de rentrer dans cette harmonisation européenne qui n'en est pas une, par la force. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Après, oui, tu as raison.
l'économie, le social. On n'a absolument rien en commun avec certains pays aujourd'hui encore. Si ce n'est cette monnaie unique. Alors, on a rien en commun, sauf C'est le que... sentiment d'appartenance à l'Europe. Alors, sauf que, Voilà. aujourd'hui, Ce qui existe. aujourd'hui, on paye pour l'Europe. C'est-à-dire que on cotise pour l'Europe. Mais nous cotisons plus que ce que nous recevons. On parlait tout à l'heure en première partie des agriculteurs. Je crois qu'on cotise pratiquement... on reçoit à peu près 80% de ce qu'on cotise. Donc, effectivement, on cotise à perte. Donc, on cotise pourquoi? C'est pour ça qu'au début, on cotisait avant 2007. L'argent public. Avant 2007, on cotisait en tant que Français, Bien sûr. pour les Français. Bien sûr. Et après, bon, il y a eu ce problème en Grèce, je ne sais pas si tu te rappelles comment ça s'est passé et tout ça. Oui, je me Bon, rappelle. après, on leur dit, écoute, votre argent, je vous le rends pas. Mais c'était aussi notre argent. On a cotisé, en fait. C'est avec nos impôts qu'ils payent. Comment dire, ils mettent tous une partie dans l'Europe. Je rappelle que nous avons en France, économiquement et socialement, les symptômes de la crise grecque. Ouais. Nous sommes sur les premiers symptômes, même des symptômes qui sont ravagés. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs, mais je pense que nos auditeurs le savent, puisque s'ils suivent Fréquence Populaire Média, ils en ont la réalité quotidienne de tous les jours par les émissions que Georges ou Pedro font à Paris. Aujourd'hui, attention, nous avons les symptômes de la crise grecque aujourd'hui. Il y a rien qui va. Monétairement, financièrement, nous sommes dans un gouffre. Nous avons des problèmes de démographie assez importants, il faut le dire. Et aujourd'hui, rien ne va. Donc on revient toujours à l'Europe de demain. Alors, Ce sentiment d'appartenance à une Europe. Alors, ce sentiment d'appartenance, je vais parler en tant qu'artisan. La plupart des artisans en France veulent tous construire ailleurs. Ils veulent tous construire Mais c'est vrai, ailleurs. ça c'est une réalité. Toutes les boulangeries, que ce soit les restaurants, ils sont tous à vendre. Tous à vendre. Et dès que la personne arrive à vendre, elle quitte la France. Elle quitte la France, des fois l'Europe, mais des fois le continent, des fois... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie un pays que nos investisseurs, même nos petits investisseurs, tu parles des artisans, tu as l'œil, qu'est-ce que cela signifie que nos petites entreprises veulent fuir ou veulent s'arrêter? C'est qu'à un moment donné, nous avons un gros problème économique et social dans ce pays. Alors, on a un problème économique et social, mais quand on parle d'artisans, parce que l'artisan, c'était la base de la France, la culture, tout ce qui est traditionnel et tout ça, c'est vraiment les artisans qui étaient Tout à fait, oui. à la base. Oh. Mais là, on est en train de tout perdre. Du coup, moi, je donne un exemple de moi. Par exemple, si je vais dans un autre pays, je vais enseigner ce qu'on m'a appris ici en France, cette culture, cette tradition qu'on m'a appris en France. Je vais l'enseigner là-bas. Et quand j'y retourne, je vois que c'est resté pareil, parce qu'il y a des bosseurs. Donc, c'est resté tout aussi traditionnel, en fait, mais plus traditionnel que la France. Puisque aujourd'hui, on voit, il n'y a que des fast-food, il n'y a que de la malbouffe. Alors, c'est vrai, mais alors ça, je ne sais pas si c'est un problème européen, mais ça m'étonne quand même, parce que c'est vrai, comme tu dis, on a cette malbouffe qui est installée de partout, qui s'installe aujourd'hui dans la ruralité, parce qu'aujourd'hui, nous voyons arriver des enseignes McDo, Burger King dans la ruralité. On a également les grandes chaînes industrielles de boulangerie qui s'installent notamment sur les rocades, sur les grands axes, qui sont en train d'anéantir les artisans locaux. Et tout ça, c'est un problème, comme les chaînes de restauration, etc. Enfin, l'agroalimentaire industriel, enfin, on le voit sur toutes les zones commerciales. C'est un problème aujourd'hui. Donc l'Europe, en fait, ne protège pas. Oui. On a cru qu'elle allait nous protéger. On a cru que... Et encore une nouvelle fois, les Français n'y ont pas cru en 2005 qu'elle allait nous protéger, puisque nous avons voté contre ce traité. Et ça a été, je crois, une erreur démocratique grave. C'est de l'irrespect pour le peuple. Aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance aux politiques parce qu'on nous a menti en 2005. Mais est-ce que cette Europe d'aujourd'hui, puisque nous sommes en 2025, est-ce qu'elle nous protège? Non, au contraire.
Elle ne nous protège pas. Au contraire. C'est pour ça que moi, je dis mon ressenti par rapport à tous mes collègues que j'appelle et qui sont allés dans d'autres pays européens. Il y a encore des gens qui travaillent en fait. Il y a encore des gens qui travaillent puisque beaucoup de Français aujourd'hui, lorsqu'on les entend, ils disent toujours la même chose. À quoi ça sert de travailler? J'entends ça trop. Tu vois, je vais te dire, hein, c'est un discours qu'on entend tous les jours. Ouais. Tu travailles, tu crées de la richesse, tu sais que l'État t'en pique 60%. Donc déjà, il te reste plus que 40% pour toi. Donc à partir de là, cette pression fiscale, sur les entrepreneurs, sur les salaires des retraités, sur les salaires des actifs, il faut voir la pression fiscale qu'on a aujourd'hui et ça ne nous aide pas. Dans toutes les catégories qui existent, sociales ou socio-professionnelles, c'est même anéantir la création, quoi. Et si tu regardes... On nous vole, en fait, une partie de ce qu'on produit. Et si tu regardes bien, ceux qui sont le plus attaqués, entre parenthèses et tout ça, c'est vraiment l'artisanat. Ah oui. C'est l'artisanat qui est... Parce qu'on a toujours entendu à l'époque que l'artisanat était la première entreprise de France, que c'était à l'époque. Et là, aujourd'hui, on a perdu énormément de choses. Moi, je vois beaucoup de gens travaillent en Europe et livrent en France. Il y en a beaucoup qui font ça. Travail frontalier et tout ça. Oui, mais ils me disent, mais attends, mais si je vais 50 km plus loin, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, le créateur d'entreprise, on lui déroule le tapis rouge, il y a moins de difficultés à créer sa propre affaire, on te donne effectivement tous les outils administratifs et on t'aide dans cette création avec des guichets qui sont très simplifiés. En France, tu as l'impression d'être confronté à un mur. C'est là la différence. Et c'est là où on peut dire, Khalid, que l'Europe de demain, si c'est la même qu'aujourd'hui, nous allons droit dans un mur. Et cette Europe-là, si ce n'est pour faire plaisir à quelques néoconservateurs bruxellois ou à quelques chefs d'État, ce n'est pas l'Europe sociale que l'on souhaite. C'est pas cette Europe populaire qui pourrait éventuellement, par des simplifications administratives universelles, aider à la création d'entreprises. Et aujourd'hui, on peut en parler assez librement, c'est vrai que quand tu vas au Portugal, en Espagne, en Italie, quand tu vas même dans d'autres pays, dans les Balkans, tu as cette facilité administrative de créer de l'entreprise et tu sais que fiscalement, tu vas t'y retrouver. C'est autre chose. Là, pour parler d'Europe et artisanat, et même les entreprises. Les entreprises, il y a énormément de pays qui font du pied à nos entreprises ici en France. Moi, il y a pas longtemps, il y a eu un chasseur de tête d'Angleterre qui était venu ici chez moi, et qui venait, il m'a dit, j'ai entendu ce que tu faisais là-bas en Angleterre et tout ça. Il dit, est-ce que tu voudrais revoir, parce que moi, ça y est, j'ai pris ce poste et j'aimerais bien que... Et des fois, on se gratte la tête, en fait, parce que beaucoup de gens ne partent pas de France parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Et les premiers qui ont la possibilité, ce sont les artisans. Parce que ce sont des choses qu'ils vont pouvoir exporter et quelque chose de rare dans un pays là où ils vont arriver. Eh oui, mais tu as entièrement raison. Et ça touche, c'est un phénomène qui touche l'ensemble des professions. Les médecins aujourd'hui, en sortie d'études, je peux te dire qu'il y en a certains qui regardent vers l'étranger. C'est-à-dire ils sont formés en France, puis quand tu vois le niveau de salaire, le niveau de travail qu'ils ont, quand tu vois, pour venir à l'hôpital public, la déshérence, les médecins qui sont formés ou les chirurgiens, aujourd'hui, partent pour bon nombre en Europe ou à l'extérieur, les États-Unis notamment. Il faut le dire, oui. Voilà. Et on a un certain nombre de cerveaux, d'intellectuels, ou dans toutes les catégories socio-professionnelles, qui aujourd'hui vont investir, partent vers l'étranger. Et ça, on peut le voir tous les jours autour de nous.
Parce que là, on parle autour de nous, c'est du vécu. Hein. Je ne te raconte pas des salades. Hein. Et ça, c'est une réalité. Donc, voilà, donc l'Europe de demain ne doit pas être celle d'aujourd'hui. Il faut aujourd'hui inventer notre Europe. Mais en commençant par la France, comme on l'a commencé tout à l'heure. Tout à fait. Parce que malheureusement, lorsque je parle avec d'autres pays, d'autres personnes citoyennes d'autres pays européens, lorsqu'ils parlent de la France, ça fait mal des fois. Et quand j'étais à l'étranger, j'avais ces arguments des années 90 quand j'étais là, je pouvais argumenter tout ça. Quand je suis revenu, je dis en fait, il y en a beaucoup qui ont raison en fait, puisque on est en train de tout perdre, Et les derniers qui sont, parce que ce sont des métiers difficiles. Tout à l'heure on parlait agriculture et tout ça, c'est des métiers très difficiles. Et c'est encore plus difficile parce qu'on vient. Et du coup, ils se retrouvent seuls. Hein. C'est ça aussi qui est compliqué. On fait exprès de les isoler pour mieux les mater. C'est plus simple. Mais moi, ça me fait mal parce qu'il y a des endroits comme l'Australie, mais c'est plus par rapport au vin, parce que le vin on a un problème avec le vin aussi en France. On a un gros problème. Il y a eu beaucoup de Russes aussi qui avaient acheté beaucoup de vignes et tout ça. Je fais partie de Côte-du-Rhône, la compagnie Côte-du-Rhône. On en parle souvent et plus personne pour reprendre, sauf des Chinois qui veulent acheter tous les pieds. Et je rappellerai que beaucoup de viticulteurs français aujourd'hui partent à l'étranger, notamment au Japon, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partent aujourd'hui de notre territoire. Il faut le dire aussi. Toutes les filières sont impactées aujourd'hui. Ouais. Donc on a quand même un grave problème aujourd'hui de gouvernance en France. Et parce que rien ne va, parce que les gens ne sont pas protégés dans leur métier, dans leur profession. Les gens sont hyper fiscalisés. Et à un moment, si on ne met pas, on met pas une grande halte à tout ce gâchis humain, à ce gâchis économique, notre pays va à la perte. Parce que la population va être en danger. Et la population va être en danger. Vraiment, il va à sa perte, malheureusement. Moi, je me rappelle de beaucoup de châteaux qui ont été... parce qu'il y a l'artisanat. L'artisanat est beaucoup autour des châteaux. Autour des châteaux, il y a énormément d'artisans et de métiers assez complexes qui n'existent plus pour certains. Mais ceux qui les faisaient travailler, c'était les Russes. C'était eux qui achetaient les châteaux. Cette Russie. Ils achetaient les châteaux ici en France. Oui. Et que ce soit des lustres, que ce soit comment ça s'appelle, les verrières, tout ça en fait, c'était eux qui achetaient ça. Donc, lorsqu'il y a eu ce problème avec Monsieur Macron, parce que c'était plus un problème avec lui qu'avec nous les Français. Mais lorsqu'il y a eu ce problème, il y a eu énormément de corps de métier qui ont déménagé et qui ont fermé. Donc, pour faire les lustres, les gros... Tu parles de quel problème? Tu parles de 2022, la guerre, à partir de la guerre, oui. Par exemple? Ça a été un peu avant, ça a été... Vraiment, ça a été l'hécatombe. Et puis ils se sont retrouvés sur les bras parce que juste un lustre, ils vont jusqu'à presque 100 000 euros, certains. Mais voilà, ça faisait vivre beaucoup d'artisans d'exception, voilà, ici en France. Après... je vois, oui, comment ça se passe en Italie. Je vois comment ça se passe aussi en France, certains villages essayent quand même de ramener certains boulangers. Écoute, quand tu prends l'exemple de l'Italie, Khalid, on nous fait passer l'Italie pour des fachos, etc. J'ai entendu de tout, sauf qu'en Italie aujourd'hui, l'entrepreneur arrive. Il finit son contrat d'installation en 10 minutes. Il est reçu par le député maire du Gouin, quelle que soit sa couleur politique, et on te dit bienvenue. Sa couleur tout court. Oui, voilà. Donc,
quel que soit tout. Voilà, je veux dire, bon, après, nous sommes des idiots utiles, je vais dire. Parce que finalement, nous alimentons le système, les pays qui sont limitrophes à la France aspirent le savoir-faire français. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous invisibiliser économiquement et on est en train de se détruire. C'est un autosuicide collectif. Et ça, c'est la décision des gens qui nous gouvernent depuis maintenant 40 ans. Et en plus, comme tu l'as bien dit, il y a eu cette guerre en 2022 qui a fini par couper l'Europe, la France, de certains réseaux économiques et qui nous a coûté cher, nous, en termes d'inflation, nous, simples citoyens. Parce qu'il y avait aussi des actionnaires qui sont partis, hein. Actionnaires aussi qui sont partis Tout russes. ça pour dire que l'Europe ne protège plus. Oui, non, mais du tout. Et ça devient très compliqué. Après, il y a quand même des gens issus de l'immigration qui sont à même de partir. Je parle pour moi, pourquoi j'ai voyagé et tout ça. Il y avait beaucoup de choses qui, lorsqu'on parle de tradition, c'est de père en fils. Comme avant, il y avait les boulangeries de père en fils et charcutiers de père en fils. Donc, trouver sa place pour un pâtissier qui dit, mais écoutez, si tu veux faire le ménage, c'était compliqué de trouver ma place. Donc, une fois que je l'ai trouvé, je l'ai gardé, je l'ai chéri, je fais ça de mon mieux. Ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai pu partir. Maintenant, je suis revenu ici en France avec une famille et tout ça pour pouvoir être proche de la belle famille. Un savoir-faire aussi. Il fait un savoir-faire. Que je suis toujours en train de partager. Oui. Mais par rapport à toute l'Europe, je sens quand même, par rapport à un immigré, un fils d'immigré, je sens... C'est ce que tu sens, Khalid. Je sens ce racisme. Il y a quand même du racisme. Donc, il y a du racisme. C'est pas, ça a toujours été, mais on le ressent plus lorsqu'on sort et qu'on rentre. En France. Alors, en France, mais on est toujours en Europe. On est sorti, on est toujours, voilà. Mais là, je suis reparti, parce que du coup, on parlait de l'Italie, tout ça. Mais quand j'ai voulu aller là-bas en Italie, on m'a dit, non, il va pas là-bas, ce sont des racistes et tout ça, d'accord. Mais je suis ici, on veut pas de moi. Je vais là-bas, on me dit, là-bas, c'est des racistes aussi. Mais là-bas, j'ai été accueilli. En fait, ils ont accueilli des compétences et pas un immigré, pas une... tu vois, c'est comme quand tu vas investir aux États-Unis où tu investis, tu n'es pas un immigré. Tu investis économiquement pour les États-Unis. Tu n'es pas considéré comme on peut être considéré en France. Et tu as raison, et je trouve ça navrant. C'est navrant pour la République. C'est navrant pour la France. C'est pas ce qu'elle représente. Cette immigration qui est une immigration, et on peut parler de l'Europe, et ça fait partie de l'Europe. Cette immigration n'est pas qu'une fatalité. Ça peut être une richesse. Et quand tu dis cela, moi le premier, on me focalise en me disant oui, toi tu es d'extrême gauche, alors que on te met dans des cases. Toujours. Si je dis qu'un immigré, un OQTF, on va le renvoyer dans son pays, je suis d'extrême droite. Et si je dis que l'immigration est une richesse, notamment cette immigration qui apporte son savoir-faire, toi tu es un artisan. Il y a des médecins aujourd'hui étrangers à l'hôpital public, et quand tu vas aux urgences, j'ai moi-même été soigné par des médecins étrangers, opéré par un médecin argentin, avec qui j'ai encore quelques relations, qui est reparti à Buenos Aires, une dame. Je vais dire, le docteur Tudela, je la cite, parce que maintenant elle est médecin. Je n'ai pas demandé sa pièce d'identité quand j'étais sur la carte, sur la table d'opération. Cette richesse-là, il faut que les Français s'en imprègnent. Il faut arrêter d'avaler les discours des politiques haineuses. Il y a une immigration qui apporte son savoir-faire, qui est la richesse, qui est une valeur ajoutée, mais tu as aussi, il faut le dire aussi, une certaine immigration pour les OQTF qui doivent être renvoyés chez eux, point barre. C'est sûr.
Voilà. Et il faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Et aujourd'hui, les partis politiques essaient de nous faire croire, en malaxant le tout, que l'immigration n'est pas une richesse. C'est faux. C'est faux. C'est une manipulation, en fait. Oui, mais tu vois, par exemple, là, lorsqu'on parle de l'Europe, c'est l'autre. C'est aussi l'autre. Oui. C'est censé être une richesse, mais le problème, parce que lorsqu'on parle d'artisanat, on parle de savoir-faire, on parle de savoir-vivre, mais c'est quelque chose qui va pouvoir se mélanger. Par contre, le fait de expanser la France, parce que du coup, millefeuille administratif, mais raccrocher, le millefeuille administratif, raccrocher à un autre pays, qui raccrocher à un autre pays, qui raccrocher, du coup, ça devient... Parce que tu as des gens qui ont apporté beaucoup. Regarde, je vais inciter, je veux dire, Monsieur Boudjelal à Toulon, par exemple. Oui. Il a apporté de la valeur ajoutée. Monsieur Altrad à Montpellier, qui est un exemple, qui est investi dans les associations, qui est investi dans le social, qui est bien présent dans sa ville. Ce sont des gens qui nous apportent quelque chose. C'est la richesse. Et ça, montrer du doigt des gens comme ça, ou toi-même, te montrer du doigt, je trouve que c'est abject et que c'est du racisme vraiment désinhibé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, on n'a pas trop le cas, mais c'est pas... On pourra faire une autre émission là-dessus. Oui, je pense. Oui, Je pense. c'est pas mal. Mais oui, après l'Europe en elle-même et tout ça, c'est l'autre. Puis je pense que ça peut être une richesse. La France a un problème, hein, Planide. Non, ça peut être une richesse si, entre citoyens, on règle des problèmes, mais quand nos politiques sont pas capables, Ça fracture. ils sont pas capables de gérer notre vie. Ils ne vivent que là-dessus. Ah, c'est ça qui est À gauche, à l'extrême gauche, on fracture, et on te dit oui, vous êtes des salaires, voilà, des salaires racistes et machin. Et à droite, on te dit oui, l'étranger, tout, voilà, il faut les immigrés, le machin. On te montre du doigt. Et en fait, on fracture la société. Pendant ce temps, ces gens-là continuent à avoir des mandats. Ah, oui. Et nous, on est là, voilà, avec nos soucis. Et toi, tu as des problèmes, et tout le monde a des problèmes. Bon, aujourd'hui, il faut cesser avec tout ça. Il faut que les gens s'en rendent compte d'eux-mêmes. Et puis, il faut avancer dans la vie. Il faut voir les choses positives. Il n'y a pas que du négatif. Ah, ça c'est sûr. Un dernier mot, Khalid, de conclusion, parce que je vois qu'on arrive à la fin. Ah, ben écoutez, portez-vous bien. Faites attention aux vôtres. C'est tout ce qu'on a dit. Voilà, si possible, si vous voyez quelqu'un un peu dans la rue, si vous pouvez lui donner une couverture. Juste ça au moins. Oui, écoute, on espère que ça sera entendu. En tout cas, merci Khalid pour avoir ouvert tous ces beaux débats. Back.